Bonsoir, les opposants aux modifications de la loi Covid-19 se sont réunis hier, dimanche 28 novembre, dans l'attente des résultats de la votation soumise au peuple. Un non sorti des urnes aurait permis d'annuler les modifications de la loi en question, qui comprennent notamment l'instauration d'un certificat sanitaire et le traçage de la population. À 16h30, le verdict est tombé. La loi a été acceptée à 63% avec une marge d'erreur de 3 points. Cependant, la défaite et le mauvais temps n'ont pas découragé les opposants à cette loi. Sur la place de la Riponne, à Lausanne, ils se sont réunis autour d'un vin chaud afin de se donner du courage pour la suite. Bonjour, je suis actuellement à Lausanne, sur la place de la Riponne, où des opposants à la loi Covid-19 ainsi qu'à ses modifications se sont réunis afin de se consoler entre eux ou de célébrer en fonction des résultats des votations. En effet, dans quelques instants, les résultats vont être rendus officiels. Écoutons ce que les opposants à la loi Covid-19 ont à dire. Le retournement de la situation, pour moi, il paraît difficile, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas la fin de la bataille, c'est juste une étape en plus, un nouveau chapitre. On se continuera comme toutes les personnes qui sont présentes ici justement. J'en fais partie, j'en ferai partie dans le futur. Voilà, chaque personne peut porter sa pierre. Je veux dire, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Apparemment, on part sur un dur résultat, voilà, défavorable, mais c'est pas là où il faut baisser les bras, c'est vraiment là où il faut continuer. Ma foi, à quelque part, ça aurait été trop beau que ce soit réglé aujourd'hui, le 28 novembre. Ça continue, on lâche pas, on se doit de continuer de se battre pour nos droits, pour nos enfants. Vers 16h30, les résultats ont été rendus publics et c'est le oui qui l'a emporté. Les manifestants se sont alors dit inquiets de la tournure des événements en Suisse et dans le monde. Moi j'ai 23 ans, je peux plus rien faire, je peux plus sortir, voir mes amis, je suis enfermée à la maison, le travail, c'est la routine, je peux même pas voyager, je peux même pas en quelque sorte apprendre de nouvelles choses, je peux plus mûrir, en fait on me laisse plus le choix. Peut-être les gens n'ont pas très bien compris et puis voilà la propagande bien sûr tape beaucoup et puis c'est difficile de faire comprendre aux gens, mais c'est vraiment une question de vie et de mort. C'est un système unilatéral avec beaucoup de propagande. Dès que tout est censuré qui va à l'encontre de l'État, et c'est que l'État qui décide, c'est ça qui va venir dans tous les pays si les gens ils militent pas pour leurs droits fondamentaux. Le droit de liberté, le droit de bouger, de transport, de respirer. On a voté principalement pour des aides financières. Tout le monde est d'accord pour les aides financières. Donc ça ne représente pas, il ne faut pas que le monde pense que c'est un message de la pensée des Suisses. Voilà. Vous pensez que c'est à dessein qu'ils ont mixé le tout, c'est-à-dire les aides financières et le certificat Covid? Alors je ne sais pas si c'est à dessein, ça me semble logique, comme juriste, ça me semble logique que ces deux choses-là fassent partie d'une même loi. Mais je pense que vu le climat tendu, ils auraient peut-être pu créer une loi pour les aides financières et créer une loi qui sont en lien avec ce pass. Voilà. Est-ce que vous craignez pour l'avenir des libertés, de notre démocratie en Suisse? Bien sûr, quoi, je veux dire, cette question elle est évidente, c'est évident et dans le monde entier. Les militants sont restés sur place jusqu'à tard dans la soirée. Laetitia Rodriguez, NTD News. Un nouveau variant du virus du PCC a fait son apparition, il a été appelé le variant Omicron. Alors que les scientifiques disent qu'il est trop tôt pour connaître son degré de dangerosité, certains pays, dont les États-Unis, ont déjà décidé d'interdire les voyages en provenance d'Afrique australe. C'est là que le variant a été détecté pour la première fois. Evelyne Lee nous en dit plus. Omicron, le nouveau variant du virus du PCC détecté pour la première fois en Afrique, semble se propager rapidement. Les touristes africains affluent à l'aéroport et l'OMS conseille de ne pas restreindre les voyages. On ne conseille pas de limiter les déplacements. Pourtant, plusieurs pays interdisent quand même de voyager. Nous devons prendre toutes les mesures appropriées à ce stade pour empêcher l'entrée de ce virus en Europe. Selon les experts, on ne connaît pas encore l'impact de ce nouveau variant. Ce variant est très différent. Ce n'est pas une dérive par rapport à l'original, c'est un changement massif. C'est un changement massif en termes de mutation. Pour vous donner une idée,
Le variant Alpha avait environ 23 mutations dans le virus. La variante Delta en avait environ 17. Cette variante présente 50 mutations de la souche originale. Selon le Dr Roger Swelt, médecin en soins intensifs, nous ne savons pas quelle sera l'efficacité des vaccins actuels contre le variant Omicron. Ce nouveau variant présente 32 mutations dans la protéine Spike, et c'est très important car c'est la partie du virus contre laquelle les anticorps sont dirigés. Et selon Susan Hopkins, médecin en chef de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni, les mutations de la protéine Spike sont préoccupantes. Les mutations montrent des preuves d'une transmissibilité accrue, d'une infectivité accrue et aussi des preuves qu'il peut échapper à la réponse immunitaire et aussi au traitement avec des anticorps monoclonaux, comme Ronaprev. Tout ça, c'est très préoccupant. Et le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous connu leur pire session vendredi. Evelyn Lee, NTD News. Et alors que l'inquiétude monte face à la pandémie, certains experts pointent du doigt une autre crise qui pourrait s'aggraver pendant cette période de stress, celle des opioïdes. Un reportage d'Iris Tao. Ne pas pouvoir voir la fin de la pandémie provoque du stress. En plus de l'augmentation des cas et du nouveau variant, les experts attirent l'attention sur une autre crise qui accompagne cette situation difficile. Je pense que nous avons eu des contraintes énormes qui ont conduit à un manque de capacité d'adaptation et à une quantité incroyable de stress. Quel est le résultat? Malheureusement, l'utilisation de ces substances qui modifient l'esprit et l'humeur, en particulier le fentanyl synthétique. L'épidémie d'opiacés aux États-Unis est plus meurtrière que jamais. Les nouvelles données du CDC montrent que les décès par overdose ont dépassé les 100 000 en une seule année pour la première fois. Le docteur Paul Christo, professeur associé à la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins, explique que cela est dû en partie au fait que les Américains sont confrontés à l'une des périodes les plus vulnérables de l'histoire. La dépendance se produit lorsque vous prenez une drogue aux propriétés stimulantes, comme le fentanyl, comme l'alcool par exemple, la méthamphétamine, et que vous la présentez à une personne vulnérable, à un moment vulnérable de sa vie. Les principales pharmacies américaines sont pointées du doigt. Cette semaine, un jury fédéral a jugé CVS, Walgreens et Walmart responsables d'avoir aggravé la crise des opioïdes en distribuant des millions d'analgésiques dans 2 comtés de l'Ohio. C'est une décision historique, car c'est la première fois que les questions d'épidémie d'opioïdes sont jugées contre ces chaînes nationales de pharmacie. L'épidémie d'opioïdes a tué 1,5 million d'Américains au cours des 2 dernières décennies. Mais selon Christo, ce ne sont pas les pharmacies qui doivent être blâmées, car elles ne font qu'exécuter les prescriptions des médecins. J'ai l'impression que c'est poussé à l'extrême. J'ai l'impression que c'est extrême de tenir un autre groupe responsable de la crise des opioïdes. De plus, des études ont montré qu'il y a eu une diminution de près de 40% des opioïdes sur ordonnance au cours des 5 dernières années. Nous voyons essentiellement des overdoses liées à l'utilisation récréative des opioïdes et non des opioïdes sur ordonnance. C'est l'usage récréatif des opioïdes que les gens achètent dans la rue et malheureusement, ils en meurent. Et même si la pandémie peut inciter un plus grand nombre de personnes à recourir à cette toxicomanie, le contexte peut également entraîner des changements positifs. Nous sommes capables de mettre en relation les patients avec des professionnels de la santé mentale, des psychiatres, des psychologues, des conseillers thérapeutes, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant. C'est donc très positif. Mais ce médecin estime qu'il reste urgent de contrer cette tendance inquiétante. Selon lui, les autorités devraient sévir davantage contre les trafiquants de médicaments et développer les services de traitement de la toxicomanie dans tout le pays. Iris Tao, NTD News. Les pays du monde entier se débattent dans la pénurie mondiale de micropuces qui persiste. Et les États-Unis sont partagés. D'un côté, ils cherchent à stimuler la fabrication nationale de puces. D'autre part, ils renforcent leurs liens avec Taïwan, où se trouve le plus grand fabricant de puces du monde. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, est le plus grand fabricant de micropuces sous contrat au monde. Elle est responsable de la production de presque toutes les puces les plus sophistiquées du monde, ainsi que de nombreuses versions moins avancées. Ces puces permettent aux ordinateurs, aux voitures et aux smartphones du monde entier de fonctionner. Comme sa technologie est très répandue, toute interférence dans le processus de production peut entraîner des problèmes majeurs pour les États-Unis et d'autres pays. Beaucoup voient l'entreprise comme une sorte de pont.
reliant la sécurité de Taïwan et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement américaine. Et c'est exactement ce qu'il se passe maintenant. Les discussions entre les États-Unis et Taïwan la semaine dernière ont porté sur l'aggravation de la pénurie de puces dans le monde. L'événement a été baptisé le deuxième dialogue de partenariat pour la prospérité économique entre les États-Unis et Taïwan. Il s'agit de la dernière action en date des États-Unis pour renforcer les liens économiques avec le géant des puces électroniques. Le sous-secrétaire d'État américain José Fernandez et la ministre taïwanaise de l'économie Wang Mei-Hua y ont discuté de la manière d'atténuer les pénuries et de répondre à ce qu'ils appellent la coercition économique de la Chine. Ce commentaire est intervenu en réponse aux récentes remarques du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping, qui a mis en garde les partisans de Taïwan basés aux États-Unis, qui, je cite, « jouent avec le feu ». Le régime communiste chinois n'a jamais gouverné Taïwan, mais il a longtemps revendiqué l'île comme son propre territoire. Pékin a fait allusion à plusieurs reprises à la possibilité de s'emparer de Taïwan par la force. Lors de la réunion, la ministre taïwanaise de l'économie a déclaré que Taïwan et les États-Unis visaient un objectif à long terme. Depuis des décennies, les pays asiatiques ont remplacé les États-Unis dans la fabrication de puces électroniques dans le monde. Mais la tendance pourrait changer. TSMC est en train de construire une usine de 12 milliards de dollars pour augmenter la production aux États-Unis, alors que le géant coréen Samsung s'apprête à construire une usine au Texas pour un montant de 17 milliards de dollars. Il reste à voir comment les États-Unis vont équilibrer leurs relations avec Taïwan et leurs efforts pour stimuler la fabrication nationale de puces. Selon les agences de presse russes, au moins 52 personnes sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans une mine de Sibérie. 6 des personnes décédées participaient aux opérations de sauvetage. Cette tragédie est l'un des pires accidents miniers en Russie depuis l'époque soviétique. Le comité d'enquête régional indique que 3 personnes, dont le directeur de la mine et son adjoint, ont été arrêtées, soupçonnées d'avoir violé les règles de sécurité industrielle. La commission affirme que les mineurs ont suffoqué lorsqu'un puits de ventilation s'est rempli de gaz. Selon les autorités, près de 300 personnes se trouvaient à l'intérieur, mais seules 239 ont pu en sortir. Des dizaines de personnes ont été hospitalisées, plusieurs sont toujours dans un état critique. La télévision d'État a déclaré que les procureurs pensaient qu'il y avait eu une explosion de méthane. Selon le Kremlin, le président Vladimir Poutine a ordonné à son ministre dédié aux situations d'urgence de se rendre sur place dans la région de Kemerovo. Kemerovo, à plus de 3000 km à l'est de Moscou, est victime d'accidents miniers mortels depuis des années. Et l'Ukraine a mis au jour un complot en vue d'une tentative de coup d'État qui devait avoir lieu cette semaine. C'est ce qu'a annoncé le président lors d'une conférence de presse où il a également évoqué une menace d'escalade militaire de la part de la Russie. Nous avons reçu des informations selon lesquelles un coup d'État aura lieu dans notre pays le 1er. Intéressant, n'est-ce pas? Je pense que c'est une information importante, le 1er ou le 2 décembre. Zelensky n'a pas donné de détails sur la tentative de coup d'État, ni accusé l'État russe d'être impliqué. La Russie a renforcé ses effectifs près de sa frontière avec l'Ukraine. Kiev a organisé ses propres exercices militaires en réponse. L'Ukraine, les États-Unis et l'OTAN ont exprimé leurs inquiétudes quant à une éventuelle attaque russe, une suggestion que le Kremlin a rejetée comme fausse et alarmiste. Moscou et Kiev se sont échangés les responsabilités de la montée des tensions ces dernières semaines, faisant craindre qu'un conflit de longue date ne débouche sur une nouvelle guerre ouverte. Au Royaume-Uni maintenant, un législateur britannique affirme que de nombreux personnages masculins, comme dans Doctor Who, Ghostbusters et autres, ont tous été remplacés par des femmes. Cela signifie que de nombreux garçons n'ont plus que des gangsters comme modèles. Lors d'un débat organisé à l'occasion de la Journée internationale des hommes, il a souligné les difficultés rencontrées par les garçons et les hommes. Un reportage de Johan Robson, NTD. Le député conservateur Nick Fletcher affirme que les garçons ont besoin de plus de modèles masculins positifs. Lors d'un débat jeudi, il a déclaré que les jeunes hommes se retrouvent avec des personnages qui glorifient le crime, alors que Doctor Who, Ghostbusters et d'autres rôles masculins positifs à l'écran ont été remplacés par des femmes. Ces dernières années, Doctor Who, SOS Fantôme, Luke Skywalker et Equalizer ont tous été remplacés par des femmes, tandis que les hommes se retrouvent avec des Grace et Tommy Shelby. Faut-il s'étonner de voir tant de jeunes hommes commettre des crimes? Ces programmes donnent au crime un air cool. Jodie Whittaker est la première femme Doctor Who, tandis qu'une équipe entièrement féminine a joué dans le remake de Ghostbusters en 2016. Tommy Shelby est un gangster de la série télévisée Peaky Blinders.
Partout, et notamment dans la sphère culturelle, une minorité minuscule mais très bruyante semble réclamer que chaque personnage masculin ou bon modèle de rôle soit remplacé par une femme. Il suffit de regarder la discussion autour de qui jouera le prochain James Bond. Le député de Don Valley a souligné les difficultés rencontrées par les jeunes garçons, dont beaucoup sont à la traîne à l'école. Il a insisté sur la nécessité pour les garçons d'avoir des modèles masculins positifs et a demandé au gouvernement de soutenir les efforts visant à encourager davantage d'hommes à devenir enseignants. J'aimerais également réitérer un point qui semble être d'actualité, bien que beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes, à savoir la nécessité pour les hommes d'avoir leur propre identité et pour la masculinité d'être quelque chose qui peut être célébré à certains moments plutôt que d'être continuellement vilipendé. Le commentaire de Fletcher a suscité une certaine controverse. Il a ensuite publié une déclaration affirmant que son point de vue nuancé sur la diminution des modèles masculins pour les jeunes garçons avait été mal interprété. Il a dit, je cite, « Mon point de vue était en fait très simple et ne liait en aucun cas le fait que Dr. Who soit une femme à des crimes commis par des hommes. » Il poursuit en écrivant, je cite, « Les seuls personnages que de nombreux garçons qui n'ont pas de bons modèles masculins dans leur vie voient à la télévision sont de plus en plus souvent des criminels. » Fletcher a fait ses commentaires alors qu'il dirigeait le débat de la Journée internationale des hommes à Westminster Hall. La Journée internationale des hommes est célébrée chaque 19 novembre. L'objectif est de rendre hommage à la valeur positive que les hommes apportent au monde, à leur famille et à leur communauté. Joanne Robson, NTD News. Une belle histoire maintenant. L'Italie a accordé l'asile à une femme afghane dont la photographie emblématique a fait la couverture du magazine National Geographic en 1985. L'image montre une jeune fille afghane aux yeux verts qui a attiré l'attention du monde entier en tant que symbole des guerres dans son pays. Sharbat Gula, que l'on voit ici sur les photos de 2016, a demandé à l'Italie de l'aider à quitter l'Afghanistan après la prise de contrôle du pays par les talibans. Gula a été photographiée à l'âge de 12 ans. Elle vivait dans un camp de réfugiés à la frontière pakistano-afghane. Son identité n'a été découverte qu'en 2002, lorsque le premier photographe, Steve McCurry, est retourné dans la région et l'a retrouvée. Le bureau du Premier ministre Mario Draghi indique que son arrivée en Italie s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large d'évacuation et d'intégration des citoyens afghans. Le championnat du monde d'échecs 2021 a débuté vendredi au Dubai Exhibition Center. Le challenger, le russe Jan Nepomniachtchi, a affronté le quadruple champion en titre, le norvégien Magnus Carlsen. Un reportage de Jason Perry. Citoyen afghan. Le norvégien Magnus Carlsen est le champion du monde d'échecs depuis 2013 et il cherche à remporter son 5e titre. Son challenger, le russe Jan Nepomniachtchi, a récemment remporté le tournoi des candidats 2020-2021, ce qui lui a donné la chance de jouer contre Carlsen au championnat du monde d'échecs à Dubaï. And it is time to introduce the champion from Norway, Magnus Carlsen. Les deux s'affrontent dans un match au meilleur des 14 manches. Leur première partie a eu lieu vendredi et le challenger Nepomniachtchi a commencé avec les pièces d'échecs blanches, le président de la Fédération internationale des échecs effectuant le premier mouvement cérémonial. Après quelques heures de 45 coups chacun, la première partie s'est terminée par un match nul suite à une triple répétition de coups par les deux concurrents. Les deux sont maintenant à la moitié d'un match chacun. Celui qui sera le premier à remporter 7 jeux et demi remportera un prix d'environ 1,4 million de dollars, tandis que le perdant recevra environ 900 000 dollars. Leur deuxième et troisième partie samedi et dimanche se sont également terminées par un match nul. Jason Perry, NTD News. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, restez avec nous pour la suite de nos programmes.